Et salut, on se retrouve parce que je me suis chauffé finalement à faire cette vidéo sur MEV. Je pense que c'est un sujet important, surtout quand on veut comprendre comment marche une blockchain. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu, expliquer, prendre le temps, beaucoup plus que mon trade, comment fonctionne la MEV, d'où ça vient et pourquoi c'est potentiellement un problème, ou peut-être pas, peut-être que c'est même le futur. On va justement voir tout ça. Du coup, ici vous avez mon trade, je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. Euh, et, euh, et du coup, j'ai fait un petit gif pour expliquer que Solana, en fait, utilisait vachement plus la MEV que Ethereum. Elle va même dans le sens de la MEV, avec de plus en plus de MEV. Et Ethereum va faire l'inverse. Mais on va revenir à la base. Déjà, c'est quoi la MEV? Comment ça marche? Euh, Imaginez, alors je vais retrouver, le site ne marchait plus, mais j'ai pu retrouver une vidéo. C'était un site qui était incroyable avant et qui malheureusement n'existe plus. Mais en fait, imaginez qu'à chaque fois que vous voulez faire passer une transaction sur Ethereum, vous atterrissez dans une piscine, une pool. Voilà, une piscine avec tous les gens qui veulent faire passer leur transaction sur Ethereum et qui lèvent la main en disant moi je veux échanger ça pour ça et j'offre ça. L'offre, elle est toujours minime. C'est l'offre minimale du réseau. Parce que c'est Rabi qui fait ça et vous acceptez. Euh, mais si vous voulez être plus proactif dans la façon de faire passer vos transactions, vous pouvez très bien mettre une offre plus haute et passer devant les gens. Là, on le voit très bien dans l'animation où on a la low fee line, donc les gens qui mettent le minimum, et tous les gens qui passent devant là et qui vont se faire intégrer dans le bloc qui passe là. C'est les bus en fait. Et du coup, le bloc builder, il va prendre toutes les personnes ici, va les intégrer dans le prochain bus, et quelques personnes de la low fill line qui sont moins prioritaires. Voilà, c'est comme ça qu'on fabrique un bloc. C'est-à-dire qu'il y a un block builder, c'est une vraie entité, un bot évidemment, mais en tout cas une vraie adresse, qui va organiser le bloc et dans quel ordre les organiser. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être procédés avant les autres. Il y a vraiment un ordre de priorité. Ceux qui sont tout en haut là vont passer avant ceux qui sont en bas, vont être exécutés. C'est pas juste passer, ils vont être exécutés. On peut pas faire passer tous les ordres en même temps, sinon tu peux pas faire de sens avec l'état. Si jamais moi j'interagis avec toi et qu'on est dans le même bloc, il faut qu'il y ait un ordre pour qu'on fasse un sens, sinon ça n'a aucun sens. Donc il y a vraiment un ordre pour chaque transaction dans chaque bloc. Et la personne qui va organiser ce bloc a le pouvoir sur Ethereum pendant 12 secondes. C'est-à-dire que ce bloc-là va définir ce que sera Ethereum dans le futur. Et la façon dont lui va organiser l'ordre des transactions va tout changer. Je ne sais pas si par exemple tous les deux on veut acheter un même coin, s'il me fait passer moi avant toi, j'aurai un meilleur prix que toi. Parce que moi je vais faire monter le prix en fait. Donc les conséquences sont assez énormes en fait finalement. Et voilà, c'est comme ça la base de la MEV. C'est ça qu'on appelle la MEV, c'est le fait de pouvoir monétiser ce pouvoir d'organisation du bloc. Voilà. J'ai un très bon site aussi que j'ai pu retrouver et qui marche. La dernière fois, il marchait pas. Je suis trop content, il remarche. Donc là, en fait, on voit en temps réel la MEV sur Ethereum et on voit la construction des blocs, les ordres et la priorité que eux font, que les blocs builders leur donnent. Et puis on peut même regarder combien est-ce que eux gagnent, parce que la MEV ça vaut beaucoup d'argent. On peut voir aussi qui sont les blocs builders, donc là on a Titan. Et ils arrivent à faire 18% de MEV sur le bloc, donc 18% de 95 $. Sauf que c'est toutes les 12 secondes, donc ça paye. Au bout d'un moment, ça paye quand même. Hein. C'est un très très gros sujet, ça fait des années qu'ils en parlent sur Ethereum parce que, je vais vous expliquer, c'est pas tout noir. C'est pas tout noir, mais c'est loin d'être tout blanc aussi. Alors, tac, tac, voilà. Alors, il y a plein de types de MEV, mais je vais juste vous en décrire trois parce que c'est les trois plus connus. On a la sandwich attack, le classique. C'est-à-dire que, imagine, tu vas dans la même pool, donc on a dit là, et tu dis, moi je vais changer ce même coin avec mes ETH. Ok. Le truc, c'est que ton même coin, il a peu de liquidité, et ça, il y a des bots qui le savent parce que la même pool, tout le monde peut regarder dedans. Moi, je peux savoir ce que tu veux. C'est hyper facile de regarder la même pool, c'est transparent. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au block builder de me faire passer avant en offrant plus de fees. Et je vais mettre un ordre avant et un ordre après toi. L'ordre avant, je vais en acheter. Et l'ordre d'après, je vais en vendre.
Donc en fait, je vais l'acheter avant toi, je vais faire un peu monter le prix, mais comme tu auras mis du slippage, de toute façon, tu vas le prendre quand même, tu vas le prendre plus cher que ce que tu aurais aimé. C'est sûrement ce qui vous est déjà arrivé si vous êtes on-chain. Et derrière, je vais revendre et je vais me faire un petit peu de bénéfice là-dessus. Sauf que si je fais ça sur tous les ordres, bah, je me régale en fait. Je me régale et bah, vous en rendez pas compte, mais vous êtes un peu fait baiser quand même. Et c'est ça qui est catastrophique avec les MIVI, c'est que c'est une source de revenus énorme, mais c'est au détriment des users. Après, on a la JIT Attack. La JIT Attack, c'est en fait quand on voit des gros ordres sur les pools de liquidité de Uniswap, par exemple, on va rajouter de la liquidité, ce qui va faire, une fois que l'ordre va passer, ça va faire bouger le rapport entre le rapport de pair entre les deux tokens, et on va tout de suite retirer la liquidité avant même le SexDex arbitrage. Je vais en reparler du SexDex arbitrage. C'est encore un autre type. C'est une sorte de sandwich attack, mais plus orienté LP. Voilà, grossièrement. Et le bundling. Le bundling, c'est beaucoup plus sur Solana, il y en a aussi sur Ethereum. Mais c'est une façon de regrouper toutes les transactions en une seule et de dire au validateur ou block producer, ça dépend de quelle blockchain, tu me les passes toutes et je veux personne au milieu. Et c'est quelque chose qui se fait très très souvent, même tout le temps sur Solana. Et c'est pour ça que des fois vous faites avoir sur des mêmes coins et vous allez par exemple, je sais pas, sur BubbleMap pour vérifier qu'il n'y a pas trop de supply concentré. Alors qu'en fait, peut-être que le créateur a juste une centaine d'adresses et il a toute la supply là-dessus, mais ça se voit pas parce qu'il n'y a pas de lien entre chaque adresse. Et il utilise souvent le bundling. C'est assez terrifiant le bundling. Et il y en a vraiment partout. Ça permet du coup de maîtriser toute la supply. Et ça fait de la MIV, évidemment, pour les validateurs sur Solana ou Ethereum. Voilà, et le dernier, c'est la bonne MIV, parce que oui, il y a de la bonne MIV. C'est le SexDex arbitrage. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un prix, parce qu'en fait, sur Uniswap, le prix n'est pas donné par les oracles. Des fois, les gens pensent ça, mais en fait, pas du tout. C'est juste un équilibre entre deux paires, entre par exemple de l'USDT et de l'ETH. Et à partir du moment où cet équilibre change, parce que des gens ont échangé de ETH pour l'USDT par exemple, le SexDex arbitrage, lui, il va tout de suite venir, parce que lui, il a les infos, de toute façon, son bot a les infos du prix sur le sex, et du coup, il va tout de suite venir et rééquilibrer la balance et gagner en même temps un peu d'argent. Et pour ça, c'est de la bonne MIV, parce que ça permet d'avoir des prix beaucoup plus proches de la réalité sur le DEX, au lieu d'attendre que ce soit équilibré avec... voilà, là, c'est tout de suite instantané. Et ça se fait pas au détriment des utilisateurs. Parce que, ouais, dans certains cas, ils auraient pu avoir de meilleurs prix, mais dans d'autres, ils auraient pu avoir des pires prix. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, celui-là, on veut le garder, en fait. Ce modèle-là, on veut le garder. C'est pour ça qu'on n'a pas juste supprimé totalement la MIV. Je sais pas, par exemple, en mettant la même pool, par exemple, ne plus pouvoir regarder dans la même pool, ça réglerait le problème. Non, on veut quand même un peu de MIV. La bonne, en tout cas. Voilà. Ici, on voit par exemple l'évolution de la MIV sur Ethereum. Donc, on a les sandwichs, la liquidation, les arbitrages. Replay, je sais même pas ce que c'est. J'aurais peut-être dû le dire avant de faire la vidéo, mais c'est pas grave. Et on voit qu'en fait, c'est l'arbitrage qui est le plus répandu, qui monte le plus. Et on essaie un peu de calmer sur Ethereum la mauvaise MIV. Il y a plein d'outils pour ça. Il y a Flashbot. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une incentive par rapport aux validateurs et aux block builders de faire de la MIV, forcément. Parce que ça rapporte de l'argent, évidemment. Un gros problème aussi, c'est que la MIV a tendance à centraliser le réseau. En fait, en plus des nodes d'Ethereum, il y a ce qu'on appelle des block builders, ce dont je parlais tout à l'heure. Et là, on voit que... Donc, c'est ceux qui fabriquent vraiment les blocs d'Ethereum. Enfin, ils ne fabriquent pas les blocs, ils organisent les blocs. Voilà. Et là, on voit très bien que c'est monstrueux comment ils ont monopolisé le game. Avant, ils étaient 3 à 4, ils se partageaient environ à 25%. Et là, Titan et Beaver, ils ont 88% du réseau. En fait, 88% du game du block builder. Ce qui est énorme et assez effrayant parce que c'est quand même des gens qui ont le pouvoir sur le futur d'Ethereum. Alors certes, ça ne peut pas dépasser ces 12 secondes et ça ne peut pas dépasser les transactions.
Mais on peut quand même faire, faire des choses effrayantes, et puis ça pose des questions sur la décentralisation. Encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que la décentralisation, elle a plein d'aspects, elle a plein de facettes, et tu peux être hyper décentralisé comme sur Ethereum de partout, et avoir cette face sombre un peu qui centralise complètement le réseau. Donc ça, on en a un peu marre, ça est devenu un vrai sujet sur Ethereum. Et ça rapporte de la tunasse quand même, ça rapporte de la tunasse. On parle de 100 millions par mois. 100 millions de revenus de MEV par mois. Et il n'y a que un quart qui est dédié du coup à la bonne MEV, donc le Sexdex, on le voit là. C'était sur Sorella Labs, si vous voulez aller, c'est juste là. Voilà, si vous voulez checker. Donc c'est beaucoup de tunasse. C'est un peu ça le problème. Là, on voit l'évolution de la MEV sur Ethereum. Base fee, c'est-à-dire les base fees, c'est les fees de base, c'est ce que tu dois payer normalement au validateur pour qu'il exécute ta transaction. Et les priority fees, c'est justement ces frais de priorité que tu vas vouloir payer pour passer devant quelqu'un et qui sont comptés comme de la MEV. Et là, on voit que quand même, il y a eu un gros effort de faire remonter le base fee contre les priority fees. Et aujourd'hui, il n'y a que 25% de MEV sur Ethereum environ. Évidemment, ça change tous les jours, mais c'est quelque chose qui vraiment essaie de pousser le plus possible. Tac. Ah oui, bah, je fais un petit aparté, mais c'est vrai que les gens n'ont pas du tout compris Unichain. Alors le débat est reparti, mais quand Unichain est sorti, donc la layer 2 de Uniswap, les gens ne comprenaient pas. Et en réalité, je ne vais pas m'étaler sur tout le reste pourquoi c'est intéressant, mais déjà, rien que pour la MEV, c'est intéressant, parce que Uniswap bouffe la MEV, enfin elle bouffe dans la gueule, elle ne mange pas du tout dessus. Uniswap sur Ethereum bouffe complètement la MEV, tout le monde se régale alors que c'est elle qui fournit quand même l'utilité, et avec Unichain, comme elle a le pouvoir avec le séquenceur, alors même si c'est décentralisé tout ça, comme elle a quand même le pouvoir sur le séquenceur et les TI, je ne vais pas m'étaler sur ce que c'est, mais elle va pouvoir protéger les users de la MEV et aussi, elle, pouvoir capturer la bonne MEV et la redistribuer aux bonnes personnes. Et ça, c'est ouf, c'est ça qu'on veut, c'est vraiment ça qu'on veut, c'est pouvoir recapturer la MEV, reprendre le contrôle de celle-ci et pouvoir la redistribuer aux personnes à qui ça devrait aller, c'est-à-dire les dApps, les users et les LP. Pourquoi pas? Parce que si on donne la MEV aux LP, peut-être que les LP demanderont moins de fees aux users et puis on tombe dans un cercle vertueux. Voilà. Un mauvais élève, parce qu'il n'y a pas que des bons élèves dans les L2. Base qui abuse complètement du bail. Avant, il était à 50% de MEV. Là, il est plus autour de 80%. Donc, c'est pour ça que Base fait énormément de revenus. C'est parce que Base chope un maximum de MEV. Alors, j'ai pas pu savoir s'ils protègent les sandwichs, exactement comment ils font. Dans tous les cas, ils profitent d'avoir un séquenceur centralisé pour organiser au maximum et se régaler là-dessus. Voilà, ça c'est un truc, c'est pas top, on est d'accord. Il y a Sorella Labs, du coup, que je vous avais présenté, ceux qui ont fait le dashboard. Eux ont levé 7,5 millions de dollars. Alors tout le monde s'en fout parce que de toute façon, c'est pas vraiment un truc très hypé, mais c'est très intéressant parce que en fait, ils veulent créer une technologie qui permettra justement de recapturer la MEV pour les dApps. Donc en fait, ils appellent créer des dApps souveraines de MEV. Et ça pourrait être vraiment très intéressant. Et ça pourrait être sur les layer 1 comme les layer 2. Ça, c'est un truc à suivre. Je trouve ça vraiment très très cool. Tac. Ah oui, Solana. Solana, c'est l'inverse. Solana, elle mise tout sur les MEV. Bon, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Solana. C'est pour ça aussi que je refais cette vidéo parce que c'est un complément. Mais là, c'est complet MEV. On a 98% des frais, enfin des revenus qui sont de la MEV. Alors évidemment, il y a beaucoup qui sont de la priority fee. Et la priority fee, un peu tout le monde l'utilise. Si vous utilisez des bots sur Telegram, ils en utilisent. Donc c'est un peu complexe de savoir où est le sandwich attack, où il l'est pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le type JITO, qui est déjà à 50%, ça c'est de la full MEV. Et dans les priority fees, je pense qu'il y a énormément de MEV aussi. De toute façon, Solana n'a aucune intention de baisser sa MEV. C'est pour ça que c'est vachement intéressant, parce que sur Solana, en fait, vous payez pas cher, mais vous faites quand même faire les fesses de quelques centimes de plus. Mais vous le voyez pas. Et c'est ça qui est fou, c'est que comme personne ne le voit, c'est des frais qui ne comptent pas aux yeux des gens.
Alors que philosophiquement parlant, et même au niveau de la régulation, il y a un problème, hein, très clairement. Tac, tac. Hop. Bref, complètement en hausse. Solana qui mise énormément dessus. Et ça se voit en fait sur ce qu'on appelle le rêve REV. Alors c'est un peu un nouveau narratif, hein, ça n'existait pas avant, il n'y a toujours pas de définition propre. Enfin une définition propre, mais pas sur Google. Mais j'ai d'ailleurs le dashboard juste ici. Voilà, parfait. La REV, c'est la MIV plus les revenus, plus les fees en fait, plus exactement. Et c'est ce qu'on appelle la Real Economic Value, donc la vraie valeur économique, même si on va en débattre, c'est pas tout à fait vrai. Et là, on voit que justement, on a les base fees, on les voit pas du tout sur la chart, ils sont par là. Les priority fees qui sont là et les tips qui sont là. Les vote fees, c'est encore différent, c'est par rapport au consensus, on s'en fout. On voit que du coup, ça a explosé, mais c'est que de la MV, c'est que de l'argent sale, un peu. Bon, c'est pas que ça, mais c'est beaucoup de ça. Et c'est pas ouf, mais en même temps, il y a des gens qui pensent que la REV a du futur, que c'est ça qui fait la valeur d'une blockchain, parce que c'est vrai que ça crée énormément d'incentives. Déjà, ça attire des acteurs sophistiqués et importants, qui vont faire du volume, bouger les choses, tout ça. Et puis ça permet à tes validateurs de grailler un peu sur le côté, en plus de l'inflation et en plus des fees. Mais encore une fois, ça reste de l'argent sale. Voilà. Tac. Évidemment, du coup, ça crée énormément de burn sur Solana, ce qui est très positif pour le réseau. Et du coup, je finis en posant la question, est-ce que on doit vraiment accepter la MUV? Et là, il y a un vrai débat, hein. Il y a des gens chez Ethereum qui pensent que oui, même si la majorité pense que non, et que Ethereum travaille, c'est même sur la roadmap d'ailleurs, si vous allez sur la grosse roadmap de Ethereum, c'est prévu de recapturer la MUV et reprendre le contrôle, parce que pour eux, philosophiquement parlant, on peut pas niquer les users comme ça se fait pas. Et il n'y a pas que qui le pensent, parce que par exemple, on a Mika est contre la MIV et va réguler ça. Donc tous les validateurs en Europe ne pourront pas accepter de la MIV. Et pareil pour l'OFAC. L'OFAC, du coup, aux États-Unis, pareil. L'OFAC est contre la MIV. Et c'est logique parce que c'est de l'abus de marché, tout simplement. Et c'est vrai que c'est assez dur de croire en la REV, du coup, en la Real Economic Value, donc la MIV plus les fees. Parce que la régulation va tomber. Après, ça reste des réseaux qui sont internationaux, donc peut-être qu'on pourra toujours avoir une partie qui accepte la MIV, je sais pas trop. Mais voilà, il y a de vraies questions, et ce qui est vachement intéressant, c'est de voir les deux visions opposées. Ethereum, qui est toujours philosophiquement parlant droit, il s'en fout des revenus Ethereum, ce qu'il veut, c'est que les users soient bien, et lui, il voit ça comme une incentive pour les users à venir, même inconsciemment, en se disant, bah là j'ai de meilleurs prix, je me fais pas avoir, tout ça. Là où Solana, à l'inverse, il se dit putain, il y a des millions à faire là, bah let's go en fait. Et c'est vachement intéressant, je sais pas ce qu'il paiera. Vous trouverez un peu des deux, personne ne le sait vraiment. Je sais que XTZ par exemple ne croit pas trop en ce modèle-là. Voilà. De toute façon, la vidéo de Solana et la vidéo de la MIV, elles se regroupent pas mal parce que on revient un peu sur le même sujet. Mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est vraiment la MIV et pourquoi c'est un vrai sujet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain sujet. Allez, ciao.